Euh, je m'appelle Christophe Thibault. Comme dit Julien, je suis coach. Une définition peut-être aussi réductrice que celle d'architecte, mais on va faire avec. Donc en fait, c'est à peu près ça l'histoire. Quand Julien m'a dit « Oh, je vais faire une conférence sur l'architecture », je me suis dit « Chouette, je vais pouvoir leur poser ma question ». C'est quoi ta question? Ma question, c'est comment vous prenez des décisions structurantes dans l'entreprise, importantes, cruciales même. Et ma question, c'est comment faites-vous pour influencer votre entreprise? Alors c'est une question compliquée, mais on est à peu près 200, donc je pense qu'on va réussir à y répondre. Après la pause, juste pendant la pause, on va installer les éléments qui nous permettront de répondre à cette question. Il y a 10 thèmes qui sont relatifs à cette question. Le premier, c'est les décisions. Comment prenez-vous vos décisions? Le deuxième, c'est évidemment la veille technologique. Le troisième, la stratégie de l'entreprise. Les standards. Comment les décrétez-vous, les décidez-vous, les faites-vous appliquer? La formation, l'organisation, le process, l'innovation, les finances, et le dernier, mais non des moindres, la communication. Quelle est la posture de l'architecte? Donc comment ça va s'organiser tout ça? On a à peine 1 heure, donc c'est un World Café Express, mais Express de chez Express. On va installer les posters de ces thèmes sur les piliers que vous voyez dans la salle, sur les côtés et au fond. Il y aura 10 posters. Ces posters seront accompagnés de post-it géants. Chaque thème va avoir un ambassadeur. Il y a déjà des ambassadeurs qui se sont désignés, je les remercie, et d'autres qui vont se désigner par rapport au thème qui les intéresse. Et le rôle de l'ambassadeur, c'est de poser des questions et de prendre des notes. Alors prendre des notes d'une façon rapide sur ce qui est le plus important pour vous. Okay? On va avoir un round de 15 minutes, après lequel on aura 5 minutes pour changer de thème, okay? Sauf les ambassadeurs, à qui je demande de rester sur leur thème. On va avoir un deuxième round de 15 minutes pour aborder à nouveau ce thème avec des nouveaux participants. Et ensuite, on aura entre 2 et 3 minutes de restitution. Et donc, ça va être très, très rapide. Voilà, donc maintenant, ça va être la pause. Et on va commencer cette activité, si vous le voulez bien, à 10h50. Merci. À tout de suite. D'accord ? Donc, le thème principal étant comment influencez-vous votre entreprise? Et les 10 thèmes dans lesquels on a découpé en quelque sorte cette question sont répartis sur les murs. Il doit y avoir pour certains thèmes déjà des ambassadeurs. Est-ce que les ambassadeurs peuvent lever le bras? Que je les distingue. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Là où vous n'avez pas vu de bras se lever, je vous encourage à devenir ambassadeur pour 15 minutes. C'est-à-dire prendre les notes sur ce qu'il se dit autour du thème. OK. Sous le thème, vous avez des questions qui sont des questions d'exemple ou des questions de démarrage, mais bien sûr, la discussion, l'échange d'informations peut aller bien au-delà de ces questions. Donc voilà, on est parti pour 15 minutes. Je vous invite à répondre à ces questions de manière partagée autour du thème. Merci, à tout de suite.
Deuxième session d'échange autour des thèmes de la question « Comment influencez-vous votre entreprise ?» Donc, on va passer à la restitution. J'invite les ambassadeurs à emporter avec eux les post-it géants, les post-it, les notes qu'ils ont pu prendre, et à venir me rejoindre sur la scène. Comment ça? Ah, oui. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas ambassadeurs, vous allez probablement vous rasseoir. Il vous est demandé de laisser le moins d'espace possible dans les rangées de sièges, c'est-à-dire de faire le contraire de ce que Ludo préconisait, c'est-à-dire d'utiliser la ressource siège à 100%. Donc j'invite les ambassadeurs qui ont eu la gentillesse de prendre des notes sur les sujets de venir me rejoindre sur la scène. Oh oui, je pense. Que vous vous mettiez un petit peu plus au centre pour la caméra. On va tous se mettre au centre. Ouais. Donc je vous invite à me rejoindre au centre. Je pense que leurs efforts d'ambassadeurs vaut bien quelques applaudissements. Merci à vous pour votre contribution. Donc, la suite de l'exercice est très simple. Nous avons 15 minutes pour restituer les réflexions qui ont été produites sur 10 thèmes. Est-ce que tous les thèmes ont été abordés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous été abordés. Ah, si. Ah, voilà. Parfait. Donc, je vais demander aux ambassadeurs de nous faire la synthèse de ce qui s'est dit. Alors, si beaucoup de choses se sont dites, dites-nous ce qui vous a le plus intéressé. OK? Donc, je te passe le micro et je tiens... Ah, c'est moi qui commence? Ouais, ça marche pas. Tu veux commencer? Alors moi, mon thème, c'était sur les standards. Donc on a commencé par énoncer qu'il y avait plusieurs types de standards. Donc il y a des standards d'entreprise, des standards d'équipe, il y a des standards sur l'échange des données, il y a des normalisations aussi. On est même arrivé qu'il y a des standards au sein du groupe, certaines entreprises. Donc ces standards peuvent être poussés par les grands groupes aux entités, ces entités qui sont garantes de ces standards. Après on est arrivé sur les questions du quoi, pourquoi et comment. Donc, qu'est-ce qu'un standard? Souvent, c'est quelque chose qui est versionné et qui a un support. Donc, ça peut être un wiki, un PowerPoint, ça peut être sur Git ou ça peut être des revcards. Sur le sujet très intéressant, moi qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment on les crée. Donc, plein de gens ont dit que c'était un peu du groupe jusqu'aux entités, mais il y a aussi des sujets qui ont été dit, c'est de la collaboration et ça émerge. Donc, le standard, il grandit au fur et à mesure, il évolue. Il y a un gros point qui a été mis là, c'est standard vs agilité. Donc souvent il y en a qui disaient que le standard il impose, il bride, il freine, c'est là pour les entreprises. Alors est-ce que ça marche dans un contexte agile où on est censé tout remettre en cause et changer tout le temps? Et je vais finir juste sur un truc, sur comment on vérifie un standard. Donc il y a plusieurs types de standards, il y en a qui ont dit que c'était pratiquement impossible de le vérifier de façon automatique pour des standards d'architecture. Mais pour des standards de code, dans des équipes qui codent, il y a des outils qui permettent de faire ça automatisé, comme Sonar ou je sais pas quoi. Et on peut faire des revues de code. Et un dernier point, on nous a dit que pour pouvoir faire un standard, il faut surtout communiquer, il faut qu'il soit compris et il faut qu'il soit appliqué, sinon ça sert à rien. Voilà. Merci beaucoup. Peux-tu passer le micro à Borémy?
Du coup, je prends la suite de mon collègue Daniel. Alors moi, c'est pas écrit, j'ai oublié d'écrire, mais c'est les process. Donc du coup, c'est un peu les copains des standards. Donc il va y avoir de la redite. Alors, on s'est d'abord posé un peu la question de qu'est-ce que vous faites dans l'architecture, parce qu'on sait que dans différentes entreprises, c'est pas forcément la même chose. On est assez d'accord que c'est d'abord répondre à un besoin métier, et parfois même les anticiper, parce que quand on vous les donne, c'est pour tout de suite. Donc on essaye de faire ça. Historiquement, on avait beaucoup d'architectes en amont de la production, et il y avait un peu une posture de on n'assure pas le SAV. La raison de ça, c'était que c'est quand même assez dur de se confronter à la réalité. Néanmoins, ceux qui ont des architectes qui accompagnent la prod et accompagnent les applications qui tournent au quotidien trouvent tous que c'est bien. Donc ceux qui l'ont pas, ils aimeraient bien, et ceux qui l'ont déjà, ils trouvent ça cool. Donc je pense que architecte en prod, c'est une bonne chose à garder. Donc effectivement, certains sont déployés en amont au déploiement et au run. Ils sont capables de résoudre des problèmes techniques en prod, donc ça c'est toujours très bien. Et toutes les spécialités d'architectes sont un peu différentes suivant les entreprises. Mais voilà, c'est important de les avoir pour résoudre certains problèmes qui sont un peu transverses. On a parlé de communication tout à l'heure. On s'est posé la question de comment partager, quels sont les process pour partager. Alors, une des difficultés, c'est de gérer les différentes échelles dans l'architecture, parce qu'on a de l'architecture projet, vraiment jusqu'au run. Ensuite, l'architecture applicative qui continue de vivre sa vie après le projet, et l'architecture au niveau SI. On a l'outillage qui est perçu parfois comme lourd, historiquement, des grands outils de carto type Mega, etc. Et aujourd'hui, on a tendance à préférer plutôt une posture collaborative. C'est-à-dire pas juste un outil aux mains des architectes qui jette des cartographies à la tête des gens. Et une initiative, c'était par exemple la plénière d'archi mensuelle qui a été partagée par je sais pas qui, mais merci monsieur d'avoir partagé, qui permet justement mensuellement de communiquer à tout le monde des patterns d'archi ou des manières de faire. Donc pareil, accompagner des projets c'est bien, faites-le souvent, c'est ce qui marche le mieux pour justement aller jusqu'en prod. On a un peu parlé des comités d'archi aussi. On s'est dit qu'il y avait deux niveaux. Il y avait les comités d'archi pour s'harmoniser entre différents architectes qui suivent différents projets et de l'architecture pour valider que les projets sont conformes aux règles ou aux standards qu'on a définis avant. Donc voilà. Et pour terminer, ça revient un peu sur les standards. Ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que les normes et les patterns, ils sont plus ou moins directifs suivant les entreprises, suivant les besoins, suivant la taille. Néanmoins, il faut que ça reste souple et évolutif, versionné comme on avait dit. Voilà. Merci beaucoup. Rémi. Tu passes le micro. Ok. Alors ici l'item c'est la formation. Alors juste pour information, moi j'ai eu qu'un groupe et on n'était pas très nombreux. Mais par contre il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Pour ce qui est de la formation, la plupart des gens du groupe ont dit qu'ils mettaient en place de la formation interne, des parcours internes vers des certifications. Donc on a parlé aussi de TOGAF notamment. On a parlé aussi de formation externe avec des cabinets de consultants. Beaucoup de sensibilisation au métier d'architecte aussi. Sur l'évolution et le développement des compétences, on a parlé de la démarche personnelle auto-formation, donc par des conférences, par des MOOC, par les livres blancs, les blogs. Des choses intéressantes qui ont été dites également sur les outils. On a parlé de guides du nouvel arrivant via des wikis, des boîtes à outils de l'architecte. Aussi quelques rituels comme des vie ma vie, où des personnes vont passer du temps avec des architectes. Une initiative qui a été aussi relevée, c'est les archi-cafés. Donc ça peut porter des noms différents, où là, il y a des architectes qui vont faire des retours d'expérience, de la sensibilisation, passer des vidéos. Des systèmes aussi de parrainage peuvent être mis en place aussi. Alors il y a aussi ce qui a été relevé également, c'est un suivi RH. C'est-à-dire qu'il y a des bilans de compétences qui peuvent être faits en amont des formations pour définir au mieux les parcours à faire. Voilà. Et enfin, il y a aussi, pour conclure, on a parlé de la professionnalisation du métier d'architecte, qui est un métier relativement récent. Et l'idée, en fait, les actions à mener, donc, quand on parle de formation de certification, c'était dans le but de professionnaliser ce métier. Voilà. Merci.
poser le... Si. Il nous reste 6 minutes. Ok, je vais faire vite. Ok, je vais aller assez rapidement. Mon groupe parlait d'organisation, donc comment est-ce que les architectes sont séparés / pas séparés, donc rapprochés des équipes qui doivent guider techniquement. Donc ce qu'on constate beaucoup, c'est que majoritairement les gens avec qui j'ai pu parler sont souvent organisés en équipe d'architecture et que leur équipe constitue le point de passage obligé pour démarrer un projet, ce qui est assez mal vécu par les équipes de développement, et donc c'est le fameux principe de la tour d'ivoire. Mais qu'en fait c'est pas une fatalité. J'ai été assez surpris de voir que pas mal de gens étaient organisés de sorte à ce que, en plus d'éditer des standards et des bonnes pratiques au niveau de l'entreprise, au niveau global, ils allaient faire en fait des petits séjours dans les moteurs, c'est-à-dire dans les mains dans le cambouis avec les projets pour retrouver un peu la réalité du terrain. Ça pose aussi la question, on s'est aussi posé la question du coup de l'éloignement géographique des architectes avec les développeurs, c'est-à-dire est-ce que vous êtes loin des développeurs géographiquement ou est-ce que vous êtes proche des développeurs géographiquement? La réponse, c'est que souvent les équipes d'architectes sont colocalisées parce qu'elles partagent des pratiques ensemble, mais que c'est pas une fatalité. Donc voilà, ce que j'ai retenu moi surtout de ces échanges, c'est que le pattern tour d'ivoire n'est pas une fatalité et que les architectes sont des gens qui aiment la tech et qui peuvent redescendre dans les projets pour diffuser leurs bonnes pratiques. Voilà. Merci. Il nous reste très peu de temps. Donc, allez à l'essentiel. On a parlé de stratégie et l'une des premières étapes, c'est d'abord de faire un état des lieux de l'existant pour mettre en place une stratégie. Donc on peut avoir soit rien du tout, soit beaucoup de legacy et se poser la question de vers quoi on veut aller et se poser la question aussi de l'exploitation ou de l'innovation. Parmi les parties prenantes, on a parlé de communauté d'architectes impliqués, du métier, des leaders notamment qu'il faut former au digital. On a, parmi les écueils auxquels faire attention, on a parlé de la capacité à faire de l'entreprise, notamment en y allant petit à petit. Ce qui marchait bien, c'est les conseils et l'accompagnement. En autre partie prenante aussi, j'ai beaucoup entendu le terme métier, l'importance du métier, et pas le SI versus le métier, mais le SI avec le métier. J'ai noté dans les facteurs auxquels il faut faire attention quand on met en place j'ai donné la réponse. La stratégie, la veille technologique, parce que l'interne, c'est aussi important que les influences internes, c'est aussi important que les influences externes. Et pour synthétiser et finir, une stratégie court terme, c'est plutôt moins d'1 an. Et une stratégie à long terme, c'est plutôt de 3 à 5 ans. Et beaucoup se sont posé la question de est-ce que c'est pas trop long, parce que paradoxalement, est-ce qu'on peut faire de l'agilité sur des projets à long terme? Donc voilà, 3 à 5 ans, est-ce que ce serait pas à remettre en cause? Merci Anne-Marie. Très peu de temps. D'accord. Bonjour. Alors nous, on a parlé de veille technologique et on s'est rendu compte que la veille technologique, c'est se tenir à jour, découvrir de nouveaux sujets, expérimenter, tester. On a eu 3 typologies d'entreprises. Globalement, dans les groupes qu'on a reçus, c'est l'entreprise qui favorise la veille technologique, celle qui ne favorise pas, ou celle qui favorise, mais en fait, il y a plus de choses à faire dans l'entreprise, donc on n'a pas de temps pour effectivement faire la veille technologique. Comment on fait la veille technologique ? On va procéder par des conférences. Donc là où on n'a pas de temps pour faire de la veille, on vient à des confs. On a les meet-up, l'évangélisation. Et dans les entreprises, il y a des choses qui sont poussées comme des temps. Donc ça va être 2 demi-journées ou 1 jour par mois, où les équipes vont bosser sur des choses un peu mainstream, donc des choses qui sont en train de sortir pour voir qu'est-ce qui se fait. On a quand même des freins à ces choses-là. C'est qu'il n'y a pas de temps pour expérimenter, donc on voit qu'il y a des sujets qui sont intéressants, mais on n'a pas le temps pour creuser. On n'en trouve pas le gain, donc le métier, la direction ne va pas trouver un gain direct, donc pas de temps pour faire la veille. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est que il
y a quelqu'un qui m'a dit, moi je peux par exemple changer d'entreprise, donc changer d'entreprise ça me permet de faire ma veille, c'est-à-dire que donc, le fait de changer de contexte me permet de voir plein de choses, ou sinon je prends différents prestataires, et en fait les prestataires viennent avec des différentes solutions, de différentes façons de voir des choses pour adresser ma problématique, et ça me fait ma veille. Donc voilà ce qu'on a dit grosso modo. Merci beaucoup. Alors nous on a parlé de prise de décision d'architecture, donc je vais être assez concis. En gros on a opposé deux visions qui étaient une vision centralisée avec un comité d'architecture qui était au centre et qui prenait des décisions pour tout le monde, et une vision plus organique où il y a des feature teams qui prennent leurs décisions décentralisées, et la question se pose de comment après ces décisions peuvent être transposées dans toute l'entreprise. Donc d'un côté on avait la question, quand on a un comité central, de la légitimité de ce comité, de comment il peut être connecté aux réalités du terrain. Et donc ça c'était plus du point de vue des difficultés, et du point de vue des avantages, c'est que c'est quelque chose qui peut avoir une grosse force de frappe pour appliquer une décision dans tout un groupe quand on est dans un gros groupe. Et de l'autre côté, quand on était sur les petites équipes, l'important c'était de responsabiliser les gens sur leurs choix techniques pour qu'ils les portent jusqu'au bout, et de faire communiquer différentes équipes qui avaient des choix techniques en commun, à des choix d'architecture à prendre, de les faire communiquer pour faire émerger des standards par le bas. Donc voilà, globalement, on a vu que les décisions, la prise de décision reflétait beaucoup la culture d'entreprise, et on n'a pas pu aboutir au meilleur choix, bien sûr. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps. Merci. Bonjour. Alors moi, je reporte sur la partie finance. Donc on n'était pas nombreux sur la partie finance, à croire que ça n'intéresse pas les architectes, je sais pas. En tout cas aujourd'hui, ça ne les intéressait pas. On a quand même parlé de le budget architecture au sein de la DSI. Donc on est plutôt effectivement sur... on convergeait plutôt pour dire qu'effectivement c'était plutôt un budget global. Qui permettait d'alimenter, d'avoir un pool d'architectes sur lequel on a assez peu recours à l'externalisation. En fait, c'est plutôt effectivement en comparaison par rapport à d'autres fonctions de la DSI, des compétences qu'on essaie de garder en interne. Ces cellules d'architecture ou ces architectes, effectivement, il y a un budget innovation qui permet de lancer, on appelle ça des POC, ou voilà, peu importe le terme, permet de lancer des projets techniques qui, en fait, assez souvent viennent au bout d'un certain temps s'accrocher à des projets métiers. Voilà, on veut les projeter en fait sur des besoins métiers. Mais ça peut rester sur un budget effectivement innovation dédié aux architectes. Voilà. Alors, sinon, effectivement, le fonctionnement en roadmap annuel, ce qu'on voit en particulier dans mon entreprise, c'est qu'effectivement, on a des budgets qui sont définis au niveau du métier, au niveau des projets métiers, sans avoir passé les phases d'architecture. Donc après, effectivement, une fois que les budgets sont alloués, c'est finalement trouver l'architecture qui va aussi correspondre au budget et aux contraintes de délai et du budget qu'on a défini au préalable, avant même toute étude d'architecture. Bon, voilà, ce qui ne va pas souvent sans poser effectivement conflit ou difficulté effectivement pour converger entre projet et architecture. Et puis enfin, effectivement, dans les grandes entreprises, on a vu se développer des filières autres que la filière classique, on va dire, des tentatives, en particulier à l'assurance maladie, ce qu'on appelle la filière digitale, dans lequel effectivement on a un budget qui est séparé, on a des architectes et on a des acteurs qui sont dédiés, donc on a un certain cloisonnement des acteurs et du budget. Merci. Voilà. Merci. Nous, on a parlé de la communication dans le rôle d'architecte. Donc, on avait tous des habitudes et des pratiques différentes sur la communication, mais ce qui en ressort, c'est surtout que l'architecte est un caméléon de la communication, car il doit s'adapter en permanence aux personnes et au contexte avec qui il échange. Donc, dans les invariants, il y a quand même se rencontrer, donc parfois prendre sa valise, c'est ce qu'on a vu ce matin. Au-delà de 30 mètres, c'est comme si on était dans un pays différent. Ça peut prendre des allures de négociation, mais l'idée c'est d'avoir un compromis ou une solution gagnant-gagnant pour toutes les parties. Alors quelles sont les parties? Ça peut être des C étoile O, CEO, CTO, ce que vous voulez, CTO même maintenant.
des développeurs, du métier, etc., etc. Et la posture adoptée n'est pas forcément la même. Donc on a trouvé beaucoup d'oppositions et celle qu'on a trouvée qui était la plus prégnante, c'était la posture maître-élève versus collaboration avec les équipes. Donc quand on est en collaboration, on peut carrément être dans les équipes, donc participer au stand-up, etc., etc. Et quand on est plus sur un niveau professeur, on se doit de faire du lobbying, de la vulgarisation, de la pédagogie. Et parfois même, le terme qui est remonté, que j'ai beaucoup aimé, c'est la marquitecture, donc du marketing architecture, donc vendre son architecture, que ça soit vers le bas, on va dire, ou vers le haut. Voilà. Merci beaucoup. Last but not least, Alexandre. Okay, merci à toutes les personnes qui sont venues participer à la partie innovation. C'était très large, ça allait de la start-up à l'éducation nationale. C'est dur de tirer des conclusions. Ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de manières innovantes d'innover. Dans toutes ces entreprises, de l'incubation de start-up, au fait de réserver une journée par semaine, 10%. Il y a eu pas mal de choses. C'est intéressant de dire que l'innovation vient souvent à la fois de la base et d'un top management, mais qu'il est cloisonné, contraint par un middle management. Et il y a une entreprise dont j'ai oublié le nom, ou je ne sais pas, qui a carrément décidé de limiter complètement le niveau de middle management intermédiaire pour casser ces silos et essayer d'aller à la suite. Et plein d'autres choses. Merci Alexandre. Et merci Christophe pour organiser ça. Merci à tous nos ambassadeurs et merci à vous pour votre participation. Et je repasse tout de suite la main car je suis conscient d'être très en retard.